Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 15 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui se met soudainement à questionner la réalité du monde qui nous entoure et décide d'écrire à son médecin car il pense être devenu fou. C'est une nouvelle de Maupassant intitulée « Lettre d'un fou ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Patrice de Mont-Laurier et Vanessa des Deux-Sèvres et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Pour commencer, installez-vous confortablement. Prenez une lente et profonde inspiration et permettez-vous de relâcher toute tension que vous pourriez ressentir. Prenez une autre lente et profonde inspiration par le nez et expirez par la bouche, à votre rythme. Permettez aux muscles de votre corps de se détendre et de se mettre au repos. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation. Avant de commencer, prenez une petite minute pour lâcher prise complètement et vous assurer que chaque partie de votre corps est complètement détendue, de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Et observez comme c'est agréable. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes assis devant un beau feu de camp. Il fait nuit, le ciel est étoilé, la température est fraîche mais agréable. Vous vous sentez en paix et heureux de profiter de ce moment alors que le feu vous réchauffe et vous réconforte. Concentrez votre attention sur le son du feu qui crépite et sur sa lumière apaisante et chaleureuse. Permettez à votre corps et votre esprit de vivre cette agréable sensation d'être assis auprès du feu et laissez ces flammes vous bercer lentement, agréablement, calmement, alors qu'un léger sourire se forme sur votre visage. Concentrez votre attention sur l'odeur de la nuit, l'odeur du feu, l'odeur des arbres et de la nature environnante. Vous pouvez sentir la lumière et la chaleur du feu
venir masser et détendre tout votre corps, en commençant par votre tête. Sentez la chaleur relaxante du feu se déplacer le long de votre cou, de votre nuque et de vos épaules. Vous semblez être de plus en plus détendu. Cette sensation de détente se déplace maintenant le long de votre dos et de votre poitrine. Puis le long de votre ventre. Elle semble s'attarder un instant ici et vous sentez comme une vague de réconfort et de sérénité s'installer en vous. Votre respiration est calme, paisible et naturelle. La chaleur du feu se déplace maintenant le long de vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Vous vous sentez complètement calme. Cette chaleur réconfortante enveloppe maintenant vos jambes et vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Appréciez cet état de relaxation totale. Tout votre corps est complètement détendu. À présent, élargissez votre champ de vision et observez ce qui se trouve autour de vous. Écoutez la douce brise du vent qui berce les feuilles des arbres. Peut-être y a-t-il également des grillons en train de chanter tout autour. Permettez-vous de vous abandonner complètement, de vous détendre sans retenue, d'être en confiance et en harmonie totale. Car du feu de camp semble rayonner une sensation d'amour et de compassion, comme s'il vous comprenait, comme s'il cherchait à vous réconforter. Prenez un grand bol d'air frais par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Alors que vous regardez le feu de camp, vous réalisez que ces flammes puissantes sont comme un rappel de la puissance qui existe en vous. Permettez-vous de profiter pleinement de la force de cette flamme et sentez la zone située au-dessus de votre nombril rayonner avec cette lumière vibrante, comme si s'y trouvait le centre de pouvoir de votre corps. Prenez un instant pour observer vos sensations et sentez comme votre corps semble s'enfoncer encore un peu plus dans la détente à chaque expire.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, lettre d'un fou. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Je vais vous dire bien franchement mon étrange état d'esprit, et vous apprécierez s'il ne vaudrait pas mieux qu'on prît soin de moi pendant quelque temps dans une maison de santé, plutôt que de me laisser en proie aux hallucinations et aux souffrances qui me harcèlent. Voici l'histoire, longue et exacte, du mal singulier de mon âme. Je vivais comme tout le monde, regardant la vie avec les yeux ouverts et aveugles de l'homme, sans m'étonner et sans comprendre. Je vivais comme vivent les bêtes, comme nous vivons tous, accomplissant toutes les fonctions de l'existence, examinant et croyant voir, croyant savoir, croyant connaître ce qui m'entoure, quand un jour je me suis aperçu que tout est faux. C'est une phrase de Montesquieu qui a éclairé brusquement ma pensée. La voici. Un organe de plus ou de moins dans notre machine nous aurait fait une autre intelligence. Toutes les lois établies sur ce que notre machine est d'une certaine façon seraient différentes si notre machine n'était pas de cette façon. J'ai réfléchi à cela pendant des mois et des mois, et peu à peu, une étrange clarté est entrée en moi, et cette clarté y a fait la nuit. En effet, nos organes sont les seuls intermédiaires entre le monde extérieur et nous, c'est-à-dire que l'être intérieur, qui constitue le moi, se trouve en contact au moyen de quelques filets nerveux avec l'être extérieur qui constitue le monde. Or, outre que cet être extérieur nous échappe par ses proportions, sa durée, ses propriétés innombrables et impénétrables, ses origines, son avenir ou ses fins, ses formes lointaines et ses manifestations infinies, nos organes ne nous fournissent encore sur la parcelle de lui que nous pouvons connaître que des renseignements aussi incertains que peu nombreux. Incertains parce que ce sont uniquement les propriétés de nos organes qui déterminent pour nous les propriétés apparentes de la matière. Peu nombreux parce que nos sens n'étant qu'au nombre de 5, le champ de leurs investigations et la nature de leurs révélations se trouvent fort restreints. Je m'explique. L'œil nous indique les dimensions, les formes et les couleurs. Il nous trompe sur ces 3 points. Il ne peut nous révéler que les objets et les êtres de dimension moyenne, en proportion avec la taille humaine, ce qui nous a amenés à appliquer le mot grand à certaines choses et le mot petit à certaines autres, uniquement parce que sa faiblesse ne lui permet pas de connaître ce qui est trop vaste ou trop menu pour lui. D'où il résulte qu'il ne sait et ne voit presque rien, que l'univers presque entier lui demeure caché, l'étoile qui habite l'espace et l'animalcule qui habite la goutte d'eau. S'il avait même 100 millions de fois sa puissance normale, s'il apercevait dans l'air que nous respirons toutes les races d'êtres invisibles, ainsi que les habitants des planètes voisines, il existerait encore de nombres infinis de races et de bêtes plus petites et des mondes tellement lointains qu'il ne les atteindrait jamais. Donc toutes nos idées de proportion sont fausses, puisqu'il n'y a pas de limite possible dans la grandeur ni dans la petitesse. Notre appréciation sur les dimensions et les formes n'a aucune valeur absolue, étant déterminée uniquement par la puissance d'un organe et par une comparaison constante avec nous-mêmes. Ajoutons que l'œil est encore incapable de voir le transparent. Un verre sans défaut le trompe. Il le confond avec l'air qu'il ne voit pas non plus. Passons à la couleur. La couleur existe parce que notre œil est constitué de telle sorte qu'il transmet au cerveau, sous forme de couleurs, les diverses façons dont les corps absorbent et décomposent, suivant leur constitution chimique, les rayons lumineux qui les frappent. Toutes les proportions de cette absorption
et de cette décomposition constituent les nuances. Donc cet organe impose à l'esprit sa manière de voir, ou mieux sa façon arbitraire de constater les dimensions et d'apprécier les rapports de la lumière et de la matière. Examinons l'ouïe. Plus encore qu'avec l'œil, nous sommes les jouets et les dupes de cet organe fantaisiste. Deux corps se heurtant produisent un certain ébranlement de l'atmosphère. Ce mouvement fait tressaillir dans notre oreille une certaine petite peau qui change immédiatement en bruit, ce qui n'est en réalité qu'une vibration. La nature est muette, mais le tympan possède la propriété miraculeuse de nous transmettre sous forme de sons, et de sons différents suivant le nombre des vibrations, tous les frémissements invisibles de l'espace. Cette métamorphose accomplie par le nerf auditif dans le court trajet de l'oreille au cerveau nous a permis de créer un art étrange, la musique, le plus poétique et le plus précis des arts, vague comme un songe et exact comme l'algèbre. Que dire du goût et de l'odorat? Connaîtrions-nous les parfums et la qualité des nourritures sans les propriétés bizarres de notre nez et de notre palais? L'humanité pourrait exister cependant sans l'oreille, sans le goût et sans l'odorat, c'est-à-dire sans aucune notion du bruit, de la saveur et de l'odeur. Donc, si nous avions quelques organes de moins, nous ignorerions d'admirables et singulières choses, mais si nous avions quelques organes de plus, nous découvririons autour de nous une infinité d'autres choses que nous ne soupçonnerons jamais, faute de moyens de les constater. Donc, nous nous trompons en jugeant le connu, et nous sommes entourés d'inconnus inexplorés. Donc, tout est incertain et appréciable de manière différente. Tout est faux, tout est possible, tout est douteux. Formulons cette certitude en nous servant du vieux dicton. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et disons, vérité dans notre organe, erreur à côté. 2 et 2 ne doivent plus faire 4 en dehors de notre atmosphère. Vérité sur la terre, erreur plus loin, d'où je conclus que les mystères entrevus comme l'électricité, le sommeil hypnotique, la transmission de la volonté, la suggestion, tous les phénomènes magnétiques ne nous demeurent cachés que parce que la nature ne nous a pas fourni l'organe, ou les organes nécessaires pour les comprendre. Après m'être convaincu que tout ce que me révèlent mes sens n'existe que pour moi, tel que je le perçois, et serait totalement différent pour un autre être autrement organisé, après en avoir conclu qu'une humanité diversement faite aurait sur le monde, sur la vie, sur tout, des idées absolument opposées aux nôtres, car l'accord des croyances ne résulte que de la similitude des organes humains, et les divergences d'opinion ne proviennent que des légères différences de fonctionnement de nos filets nerveux, j'ai fait un effort de pensée surhumain pour soupçonner l'impénétrable qui m'entoure. Suis-je devenu fou? Je me suis dit, je suis enveloppé de choses inconnues. J'ai supposé l'homme sans oreille et soupçonnant le son comme nous soupçonnons tant de mystères cachés, l'homme constatant des phénomènes acoustiques dont il ne pourrait déterminer ni la nature ni la provenance. Et j'ai eu peur de tout, autour de moi, peur de l'air, peur de la nuit. Du moment que nous ne pouvons connaître presque rien, et du moment que tout est sans limite, quel est le reste? Le vide n'est pas? Qu'y a-t-il dans le vide apparent? Et cette terreur confuse du surnaturel qui hante l'homme depuis la naissance du monde est légitime puisque le surnaturel n'est autre chose que ce qui nous demeure voilé. Alors, j'ai compris l'épouvante. Il m'a semblé que je touchais sans cesse à la découverte d'un secret de l'univers. J'ai tenté d'aiguiser mes organes, de les exciter, de leur faire percevoir par moments l'invisible. Je me suis dit, tout est un être, le cri
qui passe dans l'air est un être comparable à la bête, puisqu'il naît, produit un mouvement, se transforme encore pour mourir. Or, l'esprit craintif qui croit à des êtres incorporels n'a donc pas tort. Qui sont-ils ? Combien d'hommes les pressentent, frémissent à leur approche, tremblent à leur inappréciable contact. On les sent auprès de soi, autour de soi, mais on ne peut les distinguer car nous n'avons pas l'œil qui les verrait, ou plutôt l'organe inconnu qui pourrait les découvrir. Alors, plus que personne, je les sentais, moi, ces passants surnaturels. Être ou mystère, le sais-je ? Je ne pourrais dire ce qu'ils sont, mais je pourrais toujours signaler leur présence. Et j'ai vu un être invisible, autant qu'on peut les voir, ces êtres. Je demeurais des nuits entières immobile, assis devant ma table, la tête dans mes mains et songeant à cela, songeant à eux. Souvent, j'ai cru qu'une main intangible, ou plutôt qu'un corps insaisissable, m'effleurait légèrement les cheveux. Ils ne me touchaient pas, n'étant point des sens charnels, mais des sens impondérables, inconnaissables. Or un soir, j'ai entendu craquer mon parquet derrière moi. Il a craqué d'une façon singulière. J'ai frémi, je me suis tourné, je n'ai rien vu. Et je n'y ai plus songé. Mais le lendemain, à la même heure, le même bruit s'est produit. J'ai eu tellement peur que je me suis levé, et j'étais sûr que je n'étais pas seul dans ma chambre. On ne voyait rien pourtant, l'air était limpide, transparent partout. Mais de lampes éclairaient tous les coins. Le bruit ne recommença pas, et je me calmai peu à peu. Je restais inquiet cependant, je me retournais souvent. Le lendemain, je m'enfermai de bonne heure, cherchant comment je pourrais parvenir à voir l'invisible qui me visitait. Et je l'ai vu. J'en ai failli mourir de terreur. J'avais allumé toutes les bougies de ma cheminée et de mon lustre. La pièce était éclairée comme pour une fête. Mes deux lampes brûlaient sur ma table. En face de moi, mon lit, un vieux lit de chêne à colonnes. À droite, ma cheminée. À gauche, ma porte que j'avais fermée au verrou. Derrière moi, une très grande armoire à glace. Je me regardais dedans. J'avais des yeux étranges et les pupilles très dilatées. Puis je m'assis comme tous les jours. Le bruit s'était produit, la veille et l'avant-veille, à 9h22. J'attendis. Quand arriva le moment précis, je perçus une indescriptible sensation, comme si un fluide irrésistible eût pénétré en moi par toutes les parcelles de ma chair, noyant mon âme dans une épouvante atroce et bonne. Et le craquement se fit tout contre moi. Je me dressai en me tournant si vite que je faillis tomber. On y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans la glace. Elle était vide, claire, pleine de lumière. Je n'étais pas dedans, et j'étais en face, cependant. Je la regardais avec des yeux affolés. Je n'osais pas aller vers elle, sentant bien qu'il était entre nous, lui, l'invisible, et qu'il me cachait. Oh, comme j'eus peur. Et voilà que je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir, dans une brume comme à travers de l'eau, et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite, lentement, me rendant plus précis de seconde en seconde. C'était comme la fin d'une éclipse. Ce qui me cachait n'avait pas de contour, mais une sorte de transparence opaque s'éclaircissant peu à peu. Et je pus enfin me distinguer nettement, ainsi que je fais tous les jours en me regardant. Je l'avais donc vue, et je ne l'ai pas revue. Mais je l'attends sans cesse et je sens que ma tête s'égare dans cette attente. Je reste pendant des heures, des nuits, des jours, des semaines, devant ma glace pour l'attendre.
il ne vient plus. Il a compris que je l'avais vu, mais moi je sens que je l'attendrai toujours, jusqu'à la mort, que je l'attendrai sans repos, devant cette glace, comme un chasseur à l'affût. Voilà ma confession, mon cher docteur. Dites-moi ce que je dois faire. Bonne nuit. Bonne nuit.